J'ai l'intention de travailler pour un budget pour l'ALIA francophone. Je pense que c'est l'un des sujets les plus importants. C'est aussi un sujet qui est pour le bien d'Israël, parce que les Olim, en fin de compte, ils contribuent beaucoup à l'économie israélienne. C'est un investissement. C'est pas seulement donner de l'argent, c'est un investissement dans le futur d'Israël. Nous sommes très heureux de recevoir ce matin sur Studio Kalita le député Dan Illouz. Dan, bonjour. Shalom. Bonjour Olivier. Alors d'abord, brachot, tous nos voeux de réussite pour votre nouvelle fonction. Je voudrais d'abord commencer par quelque chose d'un peu plus personnel. Vous avez prêté serment hier à la Knesset. Je suppose que c'était un moment émouvant. Très émouvant. J'ai fait mon aliyah il y a 13 ans par sionisme. Et après avoir fait mon aliyah, je me suis engagé à toujours vraiment dédier ma vie pour l'État d'Israël. Et grâce à Dieu, j'ai eu beaucoup d'opportunités à le faire, mais maintenant je le fais dans un endroit qui me donne encore plus d'outils pour réussir ce défi. Et c'était très émouvant aussi à un niveau personnel, bien sûr. Ouais, vous avez parlé de vos grands-parents, de vos parents. Exactement, je pense non seulement à mes grands-parents mes arrière-grands-parents qui ont seulement rêvé de Jérusalem sans jamais vraiment la connaître, et mes parents et mes grands-parents qui ont visité. Mes parents, ils ont fait Aliyah après moi, mais moi aussi qui a fait Aliyah il y a seulement 13 ans, j'aurais jamais pensé qu'en 13 ans, j'aurais pu accomplir vraiment de rentrer à la Knesset. Grâce à Dieu, ça arrivait et c'est quelque chose de très émouvant. J'ai pris un grand risque quand j'ai fait mon aliyah. Je suis sorti du Canada. J'avais beaucoup d'opportunités, mais par sionisme, j'ai décidé de tout mettre à côté, comme plusieurs francophones l'ont fait. Je suis pas le seul, je sais, mais de tout mettre à côté et de faire mon aliyah. Et maintenant, je vois que vraiment, même à un niveau très pratique, c'était un risque qui a été bon à faire, mais définitivement à un niveau idéologique et sioniste. Alors, on va parler de vos ambitions, de vos objectifs pour cette Knesset et plus particulièrement pour les Olim, puisqu'il faut rappeler, vous avez été élu quand même à la place qui est réservée aux Olim sur la liste de la Knesset. Et vous êtes rentré, donc, comme je l'ai dit, dans le cadre de la loi dite norvégienne, donc cette loi qui permet à des ministres de se retirer de la Knesset, de démissionner de la Knesset et de laisser la place donc à d'autres membres de leur parti de la précédente Knesset, lorsque ça s'était passé, le Likoud et Benjamin Netanyahu avaient créé au scandale et au gaspillage de l'argent des contribuables. Non seulement vous faites la même chose, mais il est possible aussi que la loi soit votée et étendue à 10 députés, donc 10 députés de type norvégien. Cela ne vous dérange pas, Dan ? Il faut être plus précis. La loi norvégienne, originalement, a été passée par le Likoud. C'est une loi qu'on y croit vraiment. C'est une loi qui permet aux ministres de vraiment mettre toutes leurs énergies dans les ministères qu'ils gèrent. Et c'est quelque chose de très important. Et ensuite aussi, il nous laisse à nous, en tant que Chaver Knesset, faire du travail parlementaire, que les ministres, ils n'ont pas le temps et aussi ils sont pas supposés faire le travail parlementaire. Parce que l'un des rôles du Parlement, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que le gouvernement y fait et ensuite de le critiquer. Un ministre ne peut pas se critiquer à soi-même. Et donc, l'un de nos rôles, c'est vraiment de critiquer le gouvernement. Vous allez constructive, bien sûr. Vous allez critiquer les ministres Likoud du gouvernement? Lorsqu'il faut le faire, bien sûr, et ils le savent, et c'est très accepté en plus. On est, comme vous le savez, on est un mouvement démocratique et donc des fois on a des différentes opinions. Et lorsqu'il faut, alors on le fait de manière respectueuse, bien sûr, et constructive, bien sûr. Et donc c'est une chose qui est positive. Maintenant, pour le nombre de Norvégiens, il y a une chose qui est dit souvent, et je blâme pas les gens qui le disent parce que c'est difficile à comprendre, mais il faut vraiment faire un peu d'ordre. La loi norvégienne qui a été changée la dernière fois a laissé à des petits partis de faire entrer beaucoup de Norvégiens et à limiter les grands partis de manière qui n'était pas limitée avant cette loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de grands partis dans le dernier gouvernement et donc ils ont décidé de faire passer cette loi. Le nombre de Norvégiens qu'il y aura en fin de compte, maintenant je ne vais pas vous dire tous les détails parce que c'est moins intéressant, mais en fin de compte, dans notre gouvernement, il y aura moins de Norvégiens que dans le gouvernement qu'il y avait, dans le dernier gouvernement qui était plein de petits partis qui se sont mis ensemble, sans grands partis. Il y en aura moins dans notre gouvernement, ça je peux vous en assurer. Il y aura moins de Norvégiens au compte total. C'est quelque chose d'important les Norvégiens. Il faut balancer ça aussi avec
les histoires de budget et bien sûr, c'est quelque chose qui coûte cher. Je pense qu'on va faire une bonne balance. On va avoir moins de Norvégiens que dans le dernier gouvernement, mais oui, il faut qu'il y ait de Norvégiens. Alors, on va encore un petit mot sur le gouvernement et sur la grandeur du gouvernement. On en a parlé ce matin dans le journal et dans la revue de la presse. Avec 32 membres, c'est le même chiffre que le gouvernement précédent, si je ne me trompe pas. Mais on a l'impression quand même que certains ministres ont reçu, entre guillemets, des jobs parce qu'ils étaient membres du Likoud et qu'ils se sont peut-être plaints à Benyamin Netanyahou, ou on forçait un peu la main de Benyamin Netanyahou, et certains ministres ne savent peut-être pas eux-mêmes quelle est leur fonction. Vous ne trouvez pas ça aussi un peu dérangeant ? Écoutez, en politique, toujours il y a des histoires comme ça, et les intérêts politiques, ils font partie du monde politique. C'est pas une mauvaise chose, parce qu'une personne qui a des intérêts politiques, qui est dans le monde politique, représente ces intérêts politiques d'autres personnes aussi. C'est notre travail. Lorsque je viens pour représenter les francophones, si je veux faire la main forte à Benyamin Netanyahou un jour, je n'ai pas l'intention maintenant de le faire parce qu'il ne me donne pas de raison, mais je veux dire, si un jour je veux le faire, ça sera non seulement pour me représenter à moi-même, mais pour représenter aussi le public francophone. Et donc, c'est légitime et c'est même bien que les gens ils veulent plus de pouvoir pour mieux représenter les personnes qui, en fin de compte, ils sont venus représenter. Et donc, je n'ai pas de problème avec ça. Sur la grandeur du gouvernement, moi, personnellement, je préfère des plus petits gouvernements. Après ce qui s'est passé dans le dernier gouvernement, qui était vraiment un très grand gouvernement, alors, vous avez raison, il y a eu un très grand appétit de plusieurs personnes qui voulaient devenir ministres. Moi, j'ai pas demandé à être ministre. J'aurais préféré un plus petit gouvernement, mais encore une fois, ce qui a été fait continue à être fait. Je peux pas vraiment me plaindre au fait qu'on continue la même tradition. Si Dieu veut, dans le futur, on va réussir à rendre le gouvernement plus petit. Dans les pour ça, il faudra peut-être un nombre moins important de partis dans la coalition, mais ça, c'est un autre sujet. Puis, autre sujet à l'ordre du jour, c'est aussi, bien entendu, la réforme du système juridique qui a été annoncée par le ministre de la Justice une semaine, même pas une semaine après son entrée au ministère. Vous avez vous-même une formation de juriste, puisque vous avez étudié le droit au Canada. Vous ne pensez pas qu'une telle réforme, si importante qu'elle soit, ne doit pas se faire d'abord dans la précipitation et ensuite en prenant aussi le temps de parler avec les différentes formations qui composent la Knesset, et puis aussi de parler avec ceux qui composent le système judiciaire israélien, qui sont les principaux intéressés de cette réforme? Alors, Yariv Levin, j'ai travaillé pour lui, le ministre de la Justice. Oui, j'ai travaillé pour lui il y a à peu près 11 ans. Et il avait déjà commencé à préparer cette réforme de la justice. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a fait en une semaine. Il prépare ça dans son premier discours. Je pense que ça fait à peu près 12 ans qu'il est rentré à la Knesset. Dans son premier discours, il a dit exactement les mêmes choses qui font partie de cette réforme de la justice qu'il a proposée maintenant. Donc, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à préparer. Dans cette dizaine d'années où il a préparé ça, il a parlé avec tout le monde, opposition, coalition, les juges et tout ça. Maintenant, il est prêt à appliquer cette réforme. C'est une très bonne réforme. C'est une réforme qui va rendre Israël plus démocratique. N'écoutez pas ce que les autres personnes y disent. Ils disent que ça va faire du mal à la démocratie. C'est pas vrai. Ça va rendre Israël plus démocratique. La démocratie, elle sera plus dynamique. Les juges, ils vont représenter les personnes. Ils vont rester indépendants. Ça veut dire, après avoir été nominés, ils vont être 100% indépendants. Ils ne vont pas être dépendants des politiciens, mais dans le processus de dénomination, on veut s'assurer qu'il y ait une représentation de toute la diversité d'Israël, incluant la droite, une chose qui n'a pas été vraiment fait dans le passé. Et donc, en rendant le processus de nomination plus démocratique, comme c'est partout dans le monde en passant, partout dans le monde, les cours, les tribunaux qui peuvent annuler des lois du Parlement, ils sont élus démocratiquement. Et donc ici aussi, en Israël, ça doit se faire. Ça ne sera pas 100% démocratique en Israël parce qu'on laisse quand même les juges avoir leur opinion dans le comité, ce qui est moins que dans le reste du monde, moins démocratique que dans le reste du monde. Mais encore une fois, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, je soutiens Yariv Levin à 100%. Vous n'avez pas peur que les droits de certaines minorités soient bafoués? Non, pas du tout. J'ai confiance d'abord au peuple d'Israël qui ne voudra pas bafouiller les lois de minorité, mais non seulement ça, mais pour les cas extrêmes, alors même dans la réforme de Yariv Levin, il y a toujours une possibilité que la Cour suprême puisse annuler des lois de la Knesset.
Je pense pas qu'on va y arriver parce que je crois que le peuple d'Israël est un peuple qui sait gérer son État et qui ne va pas bafouiller les droits des minorités. Alors, quels sont les objectifs, quels sont les sujets que vous allez prendre, que vous allez défendre pendant cette Knesset? Le sujet numéro 1 que je rentre pour attaquer dans cette Knesset, c'est l'idée du coût de la vie en Israël. Nous, en tant que Olim, on sait très bien que c'est quelque chose qui est absolument fou ici en Israël quand on le compare avec partout dans le monde. Et il y a des raisons qui sont en vérité assez simples, mais il faut quelqu'un qui ait vraiment la volonté politique de se battre contre les groupes d'intérêt qui ont institué ces raisons pour gagner plus d'argent pour eux-mêmes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez faire partie de la commission de l'économie? Vous comptez faire Donc, je vais faire partie. Hier, on m'a rentré déjà dans les commissions. Ouais. On a travaillé très vite pour faire ça. Je vais faire partie dans la commission de l'économie, bien sûr, la commission de l'Alia et la Klita. Ouais. Alia et Klita, c'est bien sûr quelque chose qui est très important. On peut en parler aussi. Ouais, on va en parler. Ensuite, je pense que pour la Alia et la Klita, il y a deux sortes d'interventions que je vais faire. Une, c'est directement pour les Olim, mais une deuxième sorte d'intervention, c'est où je vais emmener ma perspective internationale, que plusieurs Olim, eux aussi, ils ont cette perspective et qu'ils attendent que quelqu'un l'emmène à la Knesset pour aider dans des choses comme le coût de la vie, pour aider aussi dans les choses qui ont à voir avec l'éducation, qui ont à voir avec aussi la défense et la sécurité. Dans tous ces différents domaines, la communauté francophone, elle a certaines valeurs, elle a une compréhension d'un niveau international que certains Israéliens, des fois, ils ont du mal à comprendre. C'est des fois aussi des différentes valeurs. Et donc, je veux être le représentant de la communauté aussi dans ces différentes choses qui ne sont pas nécessairement spécifiques aux Olim, mais qui peuvent apporter beaucoup de bien pour les Olim et pour le reste du pays. Alors, concernant justement les Olim, vous êtes bien entendu, comme on dit, vous avez été élu dans cette place réservée aux Olim sur la Knesset. Quels sont, vous nous avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'on peut, vous pouvez nous dire quels vont être vos combats justement pour les Olim? Est-ce que faire venir plus d'Olim en Israël? Est-ce que c'est défendre leurs droits ici, s'occuper justement de ces Olim qui ont des difficultés d'intégration? Oui, alors mon premier projet de loi que j'ai l'intention de poser aujourd'hui, je vais vous faire un spoiler comme on dit en anglais. Mon premier projet de loi, c'est un projet de loi qui vient pour vraiment annuler tous les problèmes qu'il y a avec la reconnaissance des diplômes. On sait que c'est un grand problème que plusieurs Olim ils ont, surtout dans les sujets qui ont à voir avec la santé. Lorsqu'on va accepter, si mon projet de loi est accepté, on acceptera les définitions de l'Union européenne. L'Union européenne, il y a des définitions très simples pour la reconnaissance de diplômes. Lorsque mon opinion est que si c'est quelque chose qui est bien pour l'Union européenne et donc pour la France, pour la Belgique, pour les autres pays de l'Union européenne, alors ça devrait être bien aussi pour Israël, assez bien pour Israël. Un docteur qui est assez qualifié là-bas devrait être assez qualifié ici. La même chose pour une infirmière, etc. Ça, c'est mon premier projet de loi et j'imagine qu'il y aura plusieurs projets de loi spécifiques sur des sujets spécifiques. Dans la commission de la Alia et la Klita, j'ai l'intention de m'assurer avec Yossi Tayeb, qui lui aussi est francophone. Ouais. On est 3 francophones dans cette Knesset et je dois vous dire que c'est 3 très bons francophones qui viennent vraiment pour servir la communauté. Il y a Yossi Tayeb, il y a Boaz Bismuth et il y a moi aussi. On veut vraiment servir la communauté. On va travailler ensemble. On est en très bon contact les 3. Dans la commission, on veut s'assurer qu'une chose qui n'a pas été faite dans le passé soit faite et c'est d'écouter les besoins de la communauté francophone. Ça n'a pas été assez fait dans le passé. Le ministère de la Klita, c'est un ami à moi et je vais être en contact aussi avec lui sur ce même sujet. Je veux m'assurer que le gouvernement israélien, il sait que c'est vrai, il y a des Olim russes, il y a des Olim éthiopiens, il faut aussi les aider, c'est sûr, mais il y a aussi des Olim francophones. Et c'est très important. Et oui, vous avez demandé est-ce que j'ai envie d'aider à plus de Olim francophones de faire Alia. Je pense que ça doit être l'une de mes priorités, de nos priorités. Il y a encore beaucoup de francophones en France qui veulent faire Alia, qui n'ont pas la possibilité pour l'instant. Et j'ai l'intention de travailler, si j'ai le droit de dire, avec Kalita sur ce canal, avec Kalita, dans un plan vraiment
Alors, justement. Oui. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est très beau. Toutes ces déclarations sont très belles et qu'elles sont à votre avantage. Mais, bien entendu, pour tout ça, il faut du budget. Sans budget, ces déclarations n'aboutiront pas. Est-ce que vous avez aussi, dans ce cas-là, des intentions budgétaires? Vous allez demander une augmentation des budgets pour l'Aliyah? J'ai l'intention de travailler pour un budget pour l'Aliyah francophone. Je pense que c'est l'un des sujets les plus importants. Un sujet qui est sioniste et qu'on devrait investir en tant que pays, mais c'est pas seulement un sujet sioniste, c'est aussi un sujet qui est pour le bien d'Israël, parce que les Olim, en fin de compte, ils contribuent beaucoup à l'économie israélienne. C'est un investissement, c'est pas seulement donner de l'argent, c'est un investissement dans le futur d'Israël. Et oui, j'ai l'intention de faire ça. On a parlé au début de notre entretien du fait que le Likoud, c'était un parti démocratique, que des fois, il faut aussi montrer des muscles et que dans le Likoud, on le sait le faire. Alors j'ai oui à 100% l'intention de faire ces demandes à cette Knesset, et si Dieu veut, encore une fois, avec l'aide de Yossi Taïeb, avec l'aide d'autres membres de la Knesset qui ne sont pas nécessairement francophones, mais qui aiment beaucoup la communauté francophone, de le faire. Je peux vous dire aussi que le ministère des Finances, Bezalel Smotrich, est très ouvert à ça. On en a déjà parlé, et il aime beaucoup la communauté francophone, et lui aussi comprend que c'est une communauté que ça vaut la peine qu'Israël investisse dans cette communauté. C'est pas seulement sioniste, c'est sioniste, mais c'est pas seulement sioniste, c'est aussi bon pour le pays. Et donc, c'est un bon investissement à faire. Très bien. En tout cas, ces propos sont enregistrés, hein, Dan, et on vous suivra. Alors, vous allez pouvoir vérifier que je vais faire les demandes et que je vais faire tout ce que je peux. Ça, je vous le promets. Maintenant, les résultats, j'espère les emmener. Mais oui, on se retrouvera pour en parler sans doute. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de hatzlacha dans cette nouvelle mission. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci.